Chapitre 17. Cossol. J'ai dormi combien de temps demanda Lix à moitié groggy. 3 heures. Reviens sur Terre maintenant. À peine réveillé, il prit son téléphone portable pour appeler à Toulon le préfet du Var qu'il connaissait personnellement et le tenir informé de l'agression dont il avait été victime. Il lui demanda son sentiment sur la question et le pria de faire noter son dépôt de plainte qu'il confirmerait plus tard, dès son retour à Saint-Tropez. Le préfet promit de le rappeler aussitôt qu'il aurait le compte-rendu de la PJ. D'après les premiers éléments, l'attaque lui paraissait être l'œuvre d'un commando organisé et le matériel utilisé n'était pas français, ce qui ne manquait pas de le surprendre. Lix l'assura qu'il ne se connaissait pas d'ennemis, se demandant s'il ne s'agissait pas d'une erreur sur la personne. Après s'être libéré de cette corvée, il put s'atteler sérieusement au travail. Agnès paraissait à l'aise dans son nouveau bureau, malgré le peu de sommeil dont elle avait bénéficié. Il n'hésita pas à la mettre sous pression. « Qu'as-tu pour moi ?» lui demanda-t-il pour entrer dans le vif du sujet. « Le dossier d'assurance est prêt. Signe-le. »« Bien, je présume que tu as fait le point. Pour l'instant, je n'ai eu aucun contact extérieur. Nous sommes muets depuis l'attaque. J'ai préféré protéger notre sanctuaire. Ne va pas penser que Macpherson et sa bande t'ont percé à jour. Ta façon de travailler était sans faille. À mon avis, il a su qu'il y avait eu piratage sans avoir la preuve de l'origine. Il a présumé qu'il s'agissait de nous et nous a détruits à tout hasard. Ce type est fou. Il a dû foutre la trouille à son chef de cabinet, expliqua Lix avec véhémence. En tout cas, un listing téléphonique issu d'une même ligne, comportant les 7 noms l'un à la suite de l'autre, constitue une première preuve de collusion. S'ils étaient sommés de témoigner dans une cour de justice, le traiteur et le service de surveillance qui apparaissaient sur la même liste ne pourraient nier qu'ils organisaient une réunion. Il n'en faut pas beaucoup plus pour les coincer. C'est bien vu, en effet. Je pense que Macpherson, ayant appris le piratage de l'opérateur téléphonique, est arrivé à la même conclusion. L'attaque qu'il nous a fait subir confirme l'importance de cette liste. Nous le tenons, à condition toutefois qu'il ne se trouve pas le moyen de nous faire tomber avec eux. Sinon, il nous retournerait notre chantage, objecta Lix. Écoute, avant de partir de Saint-Tropez, j'ai rompu tous les contacts qui pourraient nous incriminer. Je peux faire plus, effacer les serveurs intermédiaires que j'ai utilisés. Il ne faut pas oublier que je n'ai jamais travaillé directement depuis des années. Les mémoires de la Bastide Montgrain sont entièrement détruites. Il ne reste plus que Cossol. J'ai tout vérifié ici. Il est vrai que nous possédons une tonne d'informations confidentielles, mais il n'y a aucune preuve de la façon, éventuellement illégale, dont nous nous les sommes procurées. Bon, à partir de maintenant, nous allons redoubler de prudence. Tu te souviens du serveur russe que nous avons utilisé lorsque nous les informions des magouilles de l'Arabie Saoudite en Azerbaïdjan? Ils nous en ont laissé l'usage. Il est intraçable, certain jusqu'à nouvel ordre. Uniquement pour les besoins de l'opération Macpherson. Nous ne faisons rien d'autre. En ce qui concerne ton portefeuille d'actions pétrolières, que proposes-tu de faire? Toutes celles où mon nom n'apparaît pas peuvent être vendues de suite. Vends la moitié des autres. Nous garderons le reste comme alibi. Il me vient une idée. Et tu as même de vendre des actions appartenant à Macpherson? Je peux le faire. La seule chose qui soit bien verrouillée, c'est le transfert des fonds hors de ses comptes. Ce n'était pas mon propos. Au contraire. Avec l'argent, achetons-lui des sociétés de services au nucléaire à tour de bras pour faire croire qu'il trahit Groupe 7. Prépare-toi à le faire pour la veille de la réunion. Il faut que dans 4 jours et demi, Groupe 7 n'ait plus confiance en Macpherson. Qu'est-ce que l'on sait d'autre sur lui? J'ai fait la liste des exactions de Groupe 7, mais nous ne pouvons pas prouver grand-chose, et nous y avons souvent été mêlés. Ce qui serait bien, ce serait de participer à la réunion du 18, et de leur dire ce que nous pensons. Oh oui, une opération suicide. Voilà une bonne idée, ironisa Lix pour stimuler l'imagination d'Agnès. Non, bien sûr, pas en chair et en os. Une participation virtuelle, notre spécialité. J'aime mieux ça. Au moins ce n'est pas suicidaire, c'est juste mission impossible. Réfléchissons à la question. L'idéal serait de disposer des plans détaillés de la résidence secondaire, de la propriété, du lac. Mais c'est trop difficile à distance. Donne-moi au moins un topo sur la société de surveillance. Voici leur fiche. Houston Security, société dirigée par Ted Jackson. Je dois pouvoir le faire contacter discrètement par François Bonneau. Il a des intérêts dans une multinationale de surveillance. Il pourra peut-être me donner quelques renseignements. Il est plein de ressources et ne me trahira pas. Sur cette affirmation sans appel, Lix composa le numéro de François Bonneau, actionnaire de longue date de Fontana B2B et de Trindex, qui répondit à la 2e sonnerie. Oui, Fabrice à l'appareil. Bonjour François, vous allez bien? On ne vous voit guère à Paris ces jours-ci. Il est heureux que vous y soyez bien secondé. On dit que c'est le propre des bons dirigeants de se rendre inutiles dans leur entreprise. On le dit en effet, mais je n'en crois pas un mot. Que se passe-t-il, Fabrice? À vrai dire, je suis un peu sur la sellette. J'aurais besoin d'un service confidentiel. Dites toujours, connaissez-vous à Houston Ted Jackson qui dirige Houston Security, une entreprise de surveillance? J'aurais quelqu'un à lui recommander chaudement, un ancien légionnaire. J'aimerais savoir s'il en aurait besoin à partir du 17 ou 18 juin. Je connais Ted, je vais l'appeler.
S'il a un poste vacant, je lui recommanderai votre homme. J'espère qu'il n'y aura pas de quiproquo. Aucun risque. L'homme en question est très discipliné et très entraîné. Il conviendra parfaitement à la mission du 18. Êtes-vous sûr que vous ne pouvez pas m'en dire plus? Vous semblez bien informé. J'aimerais savoir où je mets les pieds. Pour ne rien vous cacher, Houston Security est chargé de la surveillance d'une résidence au bord du lac Houston, pendant que se tiendra une réunion d'affaires, le 18. Il se peut que la mission commence le 17 et se prolonge jusqu'au 20. Je désire protéger mes intérêts dans cette rencontre en faisant engager mon homme, mais je ne veux pas que cela se sache. Pensez-vous pouvoir obtenir des précisions sur la façon dont votre ami Ted Jackson va articuler cette mission, sans faire naître de suspicion, et y faire participer mon homme? Sans provoquer de questions, je ne sais pas. Par contre, j'ai le moyen d'obtenir le silence le plus total de Ted. Encore une fois, vous me placeriez dans une position gênante vis-à-vis de lui si cette affaire lui causait des difficultés. J'espère que vous savez ce que vous faites. François, je peux m'engager à ce que rien de négatif ne puisse retomber sur l'entreprise de votre ami. Je ne serai pas loin, personnellement, et j'y veillerai tout particulièrement. Je n'en doute pas. Je vous sais très efficace. Je l'appelle et vous tiens au courant. Merci François. C'est très chic de votre part. J'attends donc de vos nouvelles. Lix raccrocha pour se plonger dans un volumineux dossier qu'Agnès avait déposé devant lui. La résidence en question s'appelait Stud Farm. Comment avait-elle fait en si peu de temps? Macpherson l'avait rachetée quelques années auparavant, probablement parce qu'elle était mitoyenne de sa propriété ancestrale. Pourtant, il avait déjà ses écuries royales en annexe de sa maison. Était-ce pour la neutraliser? Manque de chance pour lui, Stud Farm avait un passé. Cette ancienne écurie d'entraînement de chevaux de course avait eu des propriétaires célèbres. Au cours des années, elle était devenue le point de mire de nombreux journalistes. Agnès avait pu dégoter toutes les photos qu'elle désirait. À force de scruter ces clichés, il put en sélectionner un certain nombre et les ranger dans l'ordre qui convenait pour se faire une opinion en 3 dimensions du bâtiment et de ses environs immédiats. Situé au bord du lac à l'extrémité sud-ouest de la propriété, il possédait son propre chemin d'accès. Côté route, il paraissait parfaitement clôturé sur ses anciennes photos. Il n'y avait aucune raison pour que la sécurité soit moins bonne actuellement. Entre la haie touffue doublée de grillage et la bâtisse, une large pelouse s'étendait sur 3 à 400 mètres. Le lac, au bord duquel se dressait le bâtiment principal, était un obstacle naturel infranchissable qui, lui, n'avait pas besoin d'être grillagé. Un ponton s'avançait sur l'eau, une surveillance par canot était probable. Infranchissable, le mot résonna dans l'esprit de Lix comme le couac d'un mauvais musicien. Infranchissable, voire quoi de plus discret qu'un Gunther bien équipé? Et 2, il allait falloir apprendre. Lix avait déjà fait de la plongée avec bouteille, mais ce n'était pas ce qu'il faisait de mieux. Quant à Gunther, c'était une vraie terreur sous l'eau. Il serait aux anges de pouvoir rendre la monnaie de sa pièce à Macpherson, lui qui était si mortifié d'avoir eu à abandonner le terrain à l'ennemi pour rester discret à la Bastide Montgrain. L'idée commençait à prendre corps dans l'esprit survolté de Lix. Ils avaient 4 jours à peine pour se préparer. Un peu moins pour Hans. Agnès voulait une preuve supplémentaire de la collusion de groupe 7. Il allait la lui donner. Il allait les surprendre, les parasiter, leur ôter leur calme et leur superbe. En un mot, faire monter la pression. Restaient de nombreux points d'interrogation. Agnès saurait les résoudre. Il lui exposa son idée. Elle sut instantanément comment elle pourrait l'améliorer. « Pourrais-tu nous louer une villa au bord de l'eau, de l'autre côté du lac ?» demanda-t-il pour conclure. « Je m'en occupe. Je vous arrangerai aussi une couverture pour que les voisins oublient vite votre passage. » Gunther arriva vers 14 heures, chargé comme un Père Noël, un gros sac à dos plein et les 2 sacoches de la moto à la main. Il déposa le tout dans la cuisine, toute l'équipe l'entourant comme une bande de gosses attendant jouets et surprises. Il n'avait rien oublié pour Agnès. Pull, chemise, pantalon, blouson, petite culotte, trousse à maquillage complète, Chanel numéro 5, personne ne lui avait demandé, pyjama Bugs Bunny. Pour Hans et lui, jeans, t-shirt, chemise, pull, basket, survêtements. Lix aussi y avait droit, leur uniforme en quelque sorte. Les produits frais étaient au fond du sac à dos. Ils n'avaient heureusement pas eu à transporter de boissons, la cave de l'endroit étant parfaitement fournie. Lix avait profité de l'emplacement naturel et de la bonne température pour mettre à vieillir quelques milliers de bouteilles et un peu d'eau. Les effets du petit déjeuner s'étant estompés, Hans fut de nouveau mis à contribution pour leur préparer un déjeuner digne de ce nom. Lix en profita pour interviewer Gunther avec diplomatie, sachant qu'il n'aimait pas parler de la Légion, sur les possibilités qu'il avait de s'infiltrer dans une propriété par un lac sans se faire remarquer, de nuit, et de pénétrer dans un bâtiment. « Pas de problème, monsieur. Quelle température ? C'est au Texas, 28 degrés, je pense. Tu as 2 jours pour me former. »« Pas possible. 15 jours, monsieur, répondit Gunther, laconique. »« 2 jours, insista Lix. »« Calvi, tout de suite. Formation 2 jours et 2 nuits.
Nous allons téléphoner mon chef de corps, le colonel Harfeux. Raconter une histoire. L'attaque de la Bastide, c'est espionnage. Nous devons aller récupérer documents haute technologie. Tu ne m'as jamais dit comment un sergent-chef de la Légion connaissait si bien son colonel. Je peux pas dire. Interdit. J'ai été détaché avec lui pour opération spéciale. Nous avons infiltré au Liban sous l'eau, les égouts de Beyrouth. 8 jours. J'ai exfiltré lui blessé. Ensemble, nous avons nagé 3 heures avant récupération. Ok, je n'ai rien entendu. À mon tour. Écoute-moi bien. Je suis polytechnicien. J'ai ma carte d'officier de réserve. Commandant, la voilà. Mon nom est Fabrice Fontana. Je désire un stage d'entretien et de perfectionnement. Je te laisse le convaincre. Vous êtes du même bord. Au fait, il nous faut quelqu'un pour tenir la maison et aider Agnès. Mon frère peut venir d'Allemagne, monsieur. Il est en congé, proposa Gunther. Appelle-le et donne-lui rendez-vous à Cannes dans 3 jours. Prends mon téléphone. Pas sur le fixe. Hans vient avec nous au Texas, demanda Gunther qui ne comprenait pas pourquoi la mission d'homme-grenouille nécessitait Monsieur Lix et non pas son camarade. Oui et non. Il vient au Texas, mais il nous servira de protection. De toute façon, il n'est pas nageur de combat non plus. Je vais le faire engager comme surveillant à Stud Farm pendant quelques jours. Stud Farm, la cible. Tiens. Voilà les plans, les photos. Le lac est ici. Nous partirons de là. Il faudra nager 2 kilomètres sous l'eau sans faire de bulles, à l'aller et au retour. En arrivant, nous planquerons le matériel de plongée. Nous allons entrer et trafiquer la salle de réunion. Ce sera très mauvais pour Macpherson. Ils n'auront plus confiance en lui. Où allons-nous trouver explosifs? Non, Gunther, pas explosifs. Intelligence. Nous allons utiliser notre arme fatale. Agnès. Laissez-moi écorcher Macpherson, monsieur, supplia Gunther. Non, c'est eux qui vont le punir. Pire encore. Il va perdre sa fonction. L'empereur va tomber de son trône. Si nous avons problème, Hans, nous nous cachons et il se débrouille pour nous récupérer. Si la police nous arrête, nous dirons que nous travaillons pour découvrir une fraude à la loi antitrust. Nous sommes du côté du bon droit. J'appelle colonel Harfeux maintenant. Je vais prendre rendez-vous demain matin pour entraînement. Le visage de Gunther restait impassible, mais on sentait tout de même l'excitation de l'action dans ses gestes et dans ses paroles. Agnès continuait à réfléchir pour résoudre les problèmes que Lix ne lui avait pas encore posés. Le sentant, ce dernier prit le parti de la faire parler. « Agnès, si tu as besoin de moyens de communication, intervient Agnès. Il y a une ligne téléphonique dédiée à la commande de la climatisation à Stud Farm. Elle sert à quoi? Comme ils ne se servent de ce bâtiment que de temps en temps, ils commandent la mise en marche de la clim par télécommande téléphonique. C'est le nec plus ultra en Amérique. Vu la température cette semaine et la présence de Fitzpatrick, elle est déjà en marche. Ils n'auront pas besoin de l'appeler. Tu peux détourner cette ligne et t'en servir. J'ai son numéro. Où aboutit-elle? Demanda Lix. À la cave ou dans un local séparé? Dans un local technique en sous-sol semi-enterré. Entrée par le nord-ouest, côté lac. La salle de réunion? La salle principale est plus ou moins au-dessus. C'est là qu'ils doivent se réunir. C'est la pièce la mieux adaptée. Il va falloir tirer un câble jusqu'à la salle. J'ai besoin de savoir exactement où elle est située. Je ne me vois pas traverser une dalle de béton avec une perceuse en pleine nuit et faire courir du fil dans tous les coins. Et il n'est pas question d'utiliser des moyens de transmission hertziens ou autres. Il serait détecté immédiatement par une équipe de surveillance sérieuse, ce qui me semble être le cas. C'est vrai, attends, j'ai un plan de ce type de climatiseur, voyons voir. Il y a obligatoirement un thermostat par pièce, ce qui veut dire que tu n'auras pas besoin de tirer le câble. Tu pourras utiliser l'existant. Bien compris. Je débranche le thermostat et j'utilise pour la transmission le câble qui le relie au climatiseur dans le sous-sol. Parfait. On n'aura pas besoin de saloper les murs de cette belle demeure, ironisa Francis. Tu as toujours aimé le travail propre, renchérit Agnès. Prends-moi rendez-vous avec Jack's TV and Radio Repair à son atelier le 17 à 11h. Le matériel dont j'aurai besoin est standard chez lui. Demande-lui comme un service de nous fournir 2 équipements de plongée complets avec de quoi tenir 2 heures sous l'eau. Il doit pouvoir faire ça pour nous. Monsieur, 2 équipements recycleurs pour plonger sans bulle, précisa Gunther. Tu as entendu Gunther? Dit Lix à l'adresse d'Agnès. Monsieur le colonel Harfeux est d'accord. Nous commençons demain 7h, rendit compte Gunther. Agnès, un Cessna que je piloterai pour Calvi cet après-midi, au nom de Gunther Müller, et un jet avec pilote pour Houston, départ le 16 au soir. Choisis comme couverture une des sociétés que Macpherson ne risque pas de connaître. On se revoit le 16 dans la journée. Chef, oui chef, répondit Agnès qui s'y croyait déjà. Maintenant qu'ils étaient en pleine action, le moral de la petite équipe était au beau fixe. Après la nuit qu'ils venaient de passer, personne n'avait plus la moindre appréhension. Ils étaient tous prêts à en découdre pour faire plier l'ennemi. Le départ pour Calvi se fit en catimini depuis un petit hangar de Mandelieu. Ils avaient pris la moto pour laisser le 4x4 à Hans et Agnès en cas de besoin. Un sac à dos avait suffi pour un minimum d'affaires, tout le matériel étant prévu sur place. La traversée se fit sans encombre par un beau soleil de fin de journée. À l'arrivée, tout aussi discrète, la Jeep du colonel attendait. Ils furent rapidement conduits au bureau de celui-ci. Gunther reprit instantanément les anciennes habitudes. Il se mit tout net au garde à vous.
et gratifia son chef de corps d'un tonitruant « Mes respects, mon colonel, je vous présente le commandant de réserve Fontana, au rapport pour le stage d'entraînement. Repos, sergent-chef Muller. Content de te revoir. Commandant, très heureux. Mon colonel, merci de m'avoir accepté dans votre programme de formation. C'est votre privilège de polytechnicien, mon cher. Toutes les portes vous sont ouvertes. Sauf que, dans votre cas et celui de Gunther, j'ai un peu oublié la paperasse. J'espère que ceci restera entre nous. Et tâchez que tout se passe bien pendant ces 2 jours. Sinon je serai obligé de vous enterrer sur place sans témoin. Comptez sur nous, mon colonel. J'apprends que vous avez recruté Gunther, un excellent élément. Je m'en félicite tous les jours. Je ne vous cache pas que s'il n'était pas avec vous, je ne me serais pas associé à votre mission, car les risques sont grands. Mais je ne m'inquiète pas. Il saura vous emmener et vous ramener là où vous allez. J'ai lu que votre villa a été détruite par des étrangers. Vous avez quelque chose à récupérer qui vous appartient. Le reste, je ne veux pas le savoir. Croyez bien, mon colonel, que pour notre part, nous saurons garder strictement confidentiel notre passage ici. Quel passage ? Dit pour conclure le colonel en riant. Mon ordonnance va vous conduire à vos chambres aux messes des officiers. Il vous expliquera où nous devons nous retrouver demain à 7 heures. Couchez-vous tôt. À demain. La nuit parut très courte et le réveil brutal aux 2 élèves plongeurs, qui n'avaient pas beaucoup songé à dormir depuis l'attaque de la Bastide Mongrain. « Debout là-dedans, on part dans 20 minutes !» cria le sergent instructeur, censé traiter toutes ces recrues sur le même pied pendant la durée des stages. Dans le même esprit, les tenues de commando qui leur avaient été fournies n'arboraient aucun grade, ni aucun signe distinctif. C'était l'apanage des hommes grenouilles en infiltration à l'étranger, où il valait mieux ne pas signaler les officiers aux éventuels snipers. Après un copieux casse-croûte à la cantine, ils partirent en camion pour le port. Sur le rafio qui leur servait de base, ils se familiarisèrent avec les diverses parties de l'équipement. La forme particulière de l'équipement au nitrox des plongeurs de combat était beaucoup plus stable dans le dos. Ils apprirent à s'harnacher rapidement de jour comme de nuit, les yeux bandés. L'instructeur entama alors son cours théorique. Vous allez apprendre à plonger au nitrox. Le nitrox est un mélange de gaz composé d'azote et d'oxygène, comme l'air, mais dans des proportions différentes. C'est de l'air enrichi en oxygène. Répétez. De l'air enrichi en oxygène, répétèrent les élèves dans une palette d'accents d'Europe centrale. Moins d'azote dans le nitrox, moins d'azote dans le sang, moins de temps de décompression. Moins de temps de décompression. On utilise le nitrox dans le recycleur, dit l'instructeur en montrant l'équipement spécial qui composait leur harnachement. Recycleur, lorsque vous respirez de l'air normal, vous inspirez 21% d'oxygène, vous expirez 16% d'oxygène et du gaz carbonique. Vous faites beaucoup de bulles. Gaz carbonique, beaucoup de bulles. Avec le recycleur et le nitrox, vous inspirez 35% d'oxygène, vous expirez à travers une cartouche de chose sodée. La cartouche absorbe le gaz carbonique, moins de bulles, moins de bruit. Cartouche absorbe gaz carbonique, moins de bulles, moins de bruit. Alors, le nitrox remplace le gaz absorbé. Il donne plus d'oxygène. Plongée plus longue. Nitrox, plus d'oxygène, plongée plus longue. L'instructeur concentra leur attention sur le maniement de l'embout qu'il fallait correctement fermer lorsqu'on le retirait. Il leur enseigna les réglages des mélanges et les proportions à respecter pour éviter d'inhaler trop ou pas assez d'oxygène ou de s'empoisonner au gaz carbonique. Quand ils furent capables de réciter leurs leçons à la satisfaction de l'instructeur et de s'équiper les yeux fermés, ils embarquèrent sur le semi-rigide pour une première plongée. La palanquée était composée de 6 costauds, pour la plupart des gens entraînés aux plongées en bouteille classique. Ils plongèrent une première fois non loin du port de Calvi, par 15 mètres de fond pour apprendre ou réapprendre la manœuvre. Ils explorèrent les éboulis peuplés de langoustes et de mérous. De belles amphores, probablement bien connues des touristes, gisaient dans le sable, vestiges d'un autre temps. Puis ils nagèrent en formation jusqu'au large de la pointe de Saint-François. La plus belle surprise de la journée fut la visite que leur rendit une superbe raie de près de 3 mètres d'envergure, tournicotant autour du bombardier B-17 abattu lors d'une attaque de la dernière guerre mondiale. Ils atteignirent enfin le sec du Congre. Là, ils apprirent à monter une embuscade sous-marine en se dissimulant dans les grottes et les crevasses. Divisés en 2 groupes, ils simulèrent des attaques qui étaient loin d'être amicales. Malgré sa bonne condition physique, Lix dut plus d'une fois son salut à son grade, le respect de celui-ci étant une seconde nature pour les légionnaires, ce qui ne les empêcha pas de lui faire boire la tasse plus souvent qu'à son tour. Ils se familiarisèrent ainsi avec la manœuvre délicate de l'embout qu'ils devaient éviter d'inonder, même dans les situations les plus scabreuses. Moulus, ils se couchaient tôt, uniquement pour donner à leur instructeur le plaisir sadique de les réveiller à 3 heures du matin pour leur cours de plongée nocturne. Lix et Gunther bénéficièrent d'une attention toute particulière, compte tenu que leur intervention se situerait la nuit. Ils eurent droit à la visite sous-marine d'un port de Calvi peuplé d'embûches,
sans autorisation de la capitainerie, bien entendu. Autant dire que le 16 à 10 heures, ce fut Gunther qui réveilla Lix pour le voyage de retour. Francis venait de passer une période inoubliable dans une ambiance sportive de grande qualité. Il s'estimait maintenant rompu aux techniques du déplacement de nuit sous l'eau, sûr de pouvoir accomplir la mission qu'il s'était fixée. Ils reprirent le Cessna, après avoir salué de nouveau le colonel Harfeux, qui avait plusieurs fois pris le temps de venir voir les progrès de ses protégés au cours des 2 jours de stage. Les instructeurs n'avaient posé aucune question. Ce n'était pas dans leurs habitudes de discuter les ordres. Ils avaient fait le travail le plus complet possible, compte tenu du délai très court, allant jusqu'à enseigner à Lix quelques méthodes de combat d'autodéfense sous-marine, pour le cas où ils rencontreraient de la résistance. Dès leur arrivée à Cossol, Agnès les laissa à peine souffler. « Gunther, tu vas chercher ton frère en gare de Cannes à 16h35. Ensuite, il faut que vous soyez à l'aéroport de Nice pour 20h. Vous dînerez et dormirez dans l'avion. »« On est gâtés, commenta Lix. J'ai loué pour vous une Jeep Cherokee chez Hertz à l'aéroport au nom de Gunther. Vous avez rendez-vous avec Jackie à 9h, heure locale, au port de Galveston, angle Water Street et Holiday Drive. À midi, vous récupérez la clé de votre maison au 9135 Katy Freeway à Houston. Elle est près de Breezy Point sur le lac Houston, dans la petite commune de Hayden Echo, les pieds dans l'eau. McPherson est en face, à moins de 2 kilomètres. Voici le plan d'accès. « Une promenade pour nous !» s'exclama Lix, gonflé à bloc par son stage. Après un déjeuner substantiel, le principal étant fait, Lix et Gunther furent autorisés à se reposer pour prendre de l'avance sur le décalage horaire. À 15h30, Gunther remonta le Mitsubishi et s'étant assuré que la rue était tranquille, quitta leur antre pour aller chercher son frère Helmut à Cannes. Il voulait arriver en avance de façon à avoir le temps de contrôler les abords de la gare. En effet, si le fameux commando ou son commanditaire avait l'intention de s'acharner sur eux, il pouvait imaginer que les gares ou les aéroports avaient été mis sous surveillance. Il traîna donc à pied aux abords de l'entrée place Pierre-Sémar et fut rapidement convaincu que les alentours ne présentaient aucun danger. Les retrouvailles s'accompagnèrent de forces tapes dans le dos. Son frère n'avait pas changé. Il se ressemblait beaucoup, sans avoir le même caractère, ni le même regard vis-à-vis des femmes. Gunther mit à profit le voyage de retour pour lui expliquer la situation, non sans lui avoir recommandé la plus grande discrétion. Il lui demanda formellement de ne pas utiliser le téléphone. Lorsqu'il entendit qu'un commando de professionnels avait fait exploser leur précédente demeure, Helmut prit toute la mesure de la circonstance. Sa tension monta d'un cran. Sans être un professionnel chevronné comme son frère, il en avait suffisamment fait dans sa jeunesse pour être à la hauteur de la tâche que Gunther était en train de lui assigner. Bien qu'il ait été prévenu de l'aspect général de leur nouvelle planque, il ne put, lui non plus, retenir un mouvement de surprise lorsque le véhicule commença à s'enfoncer dans la terre comme par enchantement. L'arrivée dans la grotte ne manqua pas de l'intriguer. Il fut vite conquis par l'endroit et se dit que, somme toute, ses vacances allaient être tout à fait originales. Pour éveiller un peu plus sa curiosité, Gunther lui expliqua que cette habitation troglodyte datait de temps immémoriaux et que des boyaux encore ouverts la raccordaient à un dédale de galeries que dans la langue du pays on appelait embut. Il y en avait plusieurs kilomètres. Mieux valait cependant ne pas s'y aventurer seul. Il pourrait les visiter à leur retour quand tout serait réglé. Les présentations furent vite faites. Helmut parlait un français d'un niveau raisonnable. Il s'intégra rapidement au petit groupe. L'effet grotte jouait à plein. Il ne pouvait que se prendre pour les membres d'une société secrète, d'une tribu initiée aux connaissances uniques et singulières, poursuivant un but sacré. La vivacité et le moral d'Agnès le conquirent immédiatement. Il n'aurait aucune difficulté à s'entendre avec elle. Son élocution allait sans doute s'améliorer à son contact. Elle lui promit même de l'initier au maniement de son univers de boutons et de claviers. Les contacts de François Bonneau avec son ami Ted Jackson de Houston Security n'avaient pas porté les fruits escomptés. Ted craignait beaucoup trop son client de Stud Farm pour prendre le moindre risque avec lui. Il était hors de question d'employer quelqu'un qui n'était visiblement pas du pays. Il aurait fallu au moins 6 mois à Hans pour parfaire ses connaissances dans la langue et avoir l'air d'un pur produit du creuset américain. Vraiment, il ne sentait pas que cela puisse se faire. En tout état de cause, avait-il dit, la mission de Ted Jackson ne commençait que le 18 à 7 heures du matin, par l'inspection complète de Stud Farm. Elle se prolongerait toute la matinée par le filtrage des entrées et les patrouilles de protection. À 17 heures, la propriété serait refermée et reprise en main par les quelques gardes permanents. François lui avait dit qu'il s'agissait d'assurer à l'un des invités une protection supplémentaire discrète. Pour lui être agréable, Ted lui avait proposé de mettre en place, à titre de plan B pour cette personne, un système de nom de code. Il suffirait de dire Newton à n'importe lequel des gardes de son entreprise pour obtenir la protection discrète nécessaire. Ce service donnerait lieu à une facturation supplémentaire que François recevrait dans son entreprise à New York. Lix savait que cela ne servirait à rien,
vu qu'il n'y aurait personne à protéger durant la réunion. Il n'en dit rien pour ne pas froisser François Bonneau. Les informations supplémentaires obtenues étaient d'une grande valeur, mais il fallait repenser le rôle de Hans comme éventuelle équipe de secours. Il fut décidé qu'il se tiendrait au sud de la propriété, au plus proche de la clôture, prêt à lancer une opération de diversion du style feu d'artifice pour permettre à Lix et à Gunther de se sortir d'une mauvaise passe si nécessaire. Les bagages furent très succincts vu qu'ils ne possédaient presque rien. Le plus difficile fut de camoufler le dossier de Stud Farm avec ses photos, ses cartes et ses plans. Agnès avait eu le temps d'y réfléchir. Elle avait tiré 5 autres dossiers similaires issus des offres de vente d'agences immobilières sur Internet et avait soigneusement mélangé photos, plans et cartes. Cela donnerait à penser que Lix était venu pour visiter des belles propriétés dans les environs de Houston. Tout était dit. Le commando partait enfin en mission punitive. Le moral était haut, les risques grands, mais la vie ne pouvait pas continuer avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Helmut conduisit jusqu'à l'aéroport de Nice pour se familiariser avec l'itinéraire. C'était une bonne recrue. Bon sens de l'observation, discipline allemande légendaire, du cœur aussi. Ils pouvaient lui laisser la protection de leur réduit, sans crainte. Et puis Agnès avait de la ressource. Elle serait la tête, lui, les jambes, et les gros poings musclés en cas de besoin. Ils étaient si tendus, si préparés au combat qu'ils ne manquèrent pas de surprendre l'équipage du jet qu'Agnès avait affrété pour eux. Leurs vêtements simples et fonctionnels ne les faisaient aucunement ressembler aux riches voyageurs qu'ils étaient censés être. Lix s'en voulut d'avoir bâclé cette partie de leur mission. Il inventa, au pied levé, des histoires de plateformes pétrolières sur lesquelles ils auraient travaillé, les incendies de puits qu'ils auraient éteints, et dont ils se seraient fait une spécialité. Plus à l'aise dans ces personnages rustiques, habitués à prendre des risques, il parvint rapidement à donner le change. Pour plus de sûreté, ils souhaitèrent dîner au plus vite et sombrèrent dans un sommeil réparateur pendant toute la durée du voyage. L'arrivée et le passage de l'immigration se firent sans encombre, leurs documents étant parfaitement en règle. Leurs noms n'eurent pas à apparaître sur aucune liste qui puisse être piratée à distance. Si les sbires de Macpherson étaient toujours à leur recherche, ils ne pourraient pas les localiser facilement. Pour les dépenses courantes, Lix s'était muni d'une liasse conséquente de dollars. Il disposait d'une carte de crédit d'une société basée à New York dont François Bonneau était administrateur, la même qui avait servi au paiement de la location du jet. Hertz ne fit donc aucune difficulté à cet homme dûment qualifié par sa carte de crédit américaine, ni à son chauffeur allemand, Gunther Müller, titulaire d'un permis de conduire international. Ils furent sur Beltway 8 une demi-heure plus tard, direction sud vers Galveston. La camionnette de Jack's TV and Radio Repair était bien visible à l'endroit convenu. Jackie fut heureux de serrer la main de ce client pour lequel il était si souvent intervenu. « Jackie, thanks for coming so early. Cette fois-ci, je ne peux pas vous laisser intervenir. L'opération est trop risquée. De même, il vaut mieux que vous n'en sachiez rien. Avez-vous pu avoir le matériel que je vous ai demandé? Pour la partie électronique, tout ce qu'il vous faut est dans ce sac, miniaturisé, efficace, comme pour mes interventions habituelles. J'ai prévu plusieurs solutions pour pallier aux surprises. Pas besoin de fils blindés, ça se branche sur des fils courants. Tout ce qu'il vous faut trouver, c'est une ligne téléphonique et une cachette de 3 cm sur 1 dans la pièce que vous voulez surveiller. Je vois. Formidable. Je connais un peu ce matériel, répondit Lix en ouvrant quelques boîtes. Ça ira parfaitement. Pour la partie serrurerie, pouvez-vous aider? Dans la poche extérieure du sac. Ce fut Gunther qui explora la poche en question et émit une appréciation globale favorable digne d'un professionnel. Son périple dans les égouts de Beyrouth avait dû être édifiant, et peut-être quelques autres missions dont il ne voulait pas parler. « Monsieur, il y a tout ce qu'il faut. Même petit explosif pour brûler serrures difficiles, dit Gunther, l'œil allumé. De mieux en mieux. Concernant les combinaisons de plongée, qu'avez-vous à nous proposer? Pour ce matériel, il faut que nous allions voir un ami. Je monte dans votre voiture. Elle est plus anonyme. Ce n'est pas loin. Tournez à droite, prenez Mechanic Street. Là, à gauche, University Boulevard. Arrêtez-vous là. Ils étaient devant une véritable caverne d'Ali Baba spécialisée dans la plongée sous-marine et dans les surplus de l'armée. Là encore, ce fut Gunther qui entra en action. Il trouva 2 recycleurs Dragger Dolphin en excellent état qui conviendraient parfaitement. Lix reconnut dans ses choix tous les matériels avec lesquels il s'était familiarisé à Calvi. Lui aussi se mettait à avoir un petit pincement au cœur quand il évoquait le camp de la Légion. Pourtant, il n'y avait passé que 2 jours et 2 nuits. Mais une atmosphère indéfinissable s'en dégageait qui rendait le souvenir inoubliable. Ce sentiment ne l'empêcha pas de remarquer que Gunther choisissait également une espèce de tube dispensateur de liquide que l'on devait amorcer et porter à l'envers sur les combinaisons de plongée. Cela ne fait pas partie de l'équipement standard.
C'est quoi demanda-t-il intrigué. Alligator repellent. Produit pour éloigner les crocodiles, monsieur. Personne ne m'avait parlé d'aller déranger les seigneurs des Bayous. Pas de problème, monsieur. Restez sous l'eau. Les alligators restent en surface. Ils n'aiment pas votre odeur avec ce produit. Pour sortir de l'eau, il faut aller vite. C'est tout. Je prends 2 couteaux avec. Voilà. Hans faisait son shopping au rayon camouflage puisque personne ne s'occupait de lui. Il trouva pelle pliante, bâche, baguettes spéciales, filins, trousse à outils coupants et toutes sortes de produits malodorants. Au rayon optique, il eut la surprise de pouvoir se procurer une lunette de vision nocturne, presque dernier modèle. 3 walkie-talkies émettant sur une fréquence proche de celle des taxis, le meilleur camouflage radio lorsqu'on ne pouvait pas brouiller ses émissions, trônaient sur les étagères, attendant leur acquéreur. Tout était disponible et en vente libre dans ce pays. Lorsqu'ils eurent tout choisi, tout réglé et tout embarqué dans le Cherokee, ils prirent congé de Jackie. Celui-ci était secrètement impressionné par ces 3 hommes. Lui était un technicien doué qui se livrait à quelques embrouilles pour arrondir ses fins de mois. Eux ressemblaient plus à des agents spéciaux en mission, complètement remontés et concentrés sur leur objectif. Ses propres interventions étaient illégales, mais d'une envergure qu'il estimait limitée. Ces gars-là, aussi surprenants que cela puisse paraître, lui semblaient avoir la loi pour eux, ou peut-être Dieu. Allez savoir. Il leur souhaita bonne chance. « Saluez les alligators de ma part !» leur dit-il pour détendre l'atmosphère. « Nous nous reverrons demain. Même heure, même endroit. » Il était presque l'heure de leur rendez-vous suivant lorsqu'ils arrivèrent au 9135. La location ainsi que la caution étant prépayée, ils se contentèrent de récupérer leur jeu de clés et les plans d'accès détaillés. Restait à se rendre sur place pour déposer leur encombrant matériel. Mais auparavant, comme les regards de Jackie leur avaient rappelé qu'il faisait un peu trop force spéciale en déplacement, Lix décida qu'ils s'arrêteraient dans un grand magasin pour troquer leurs vêtements fonctionnels contre des tenues de touristes, canne à pêche incluse. Entièrement rhabillés, ils cinglèrent bientôt vers leur demeure temporaire. Ils passèrent un long moment à étudier la côte de l'autre côté du lac. Ils purent discerner les limites de la propriété de Macpherson et les incessants mouvements de personnel du côté de l'habitation, plus au nord. Côté sud-ouest, Stud Farm paraissait plus calme. La clôture était sérieuse, 3 mètres d'un fort grillage hérissé aux bons endroits. Ils ne le remarquèrent pas à première vue parce qu'elle était doublée d'une haie vive, mais à l'intérieur de la propriété, il y avait une deuxième clôture, moins haute, probablement destinée à éloigner les animaux de la végétation. L'ensemble était très dense et faisait bien 2 mètres de large. En cas de pépin, s'y ménager un passage prendrait du temps. Hans se tiendrait à l'extrême sud, dans le petit bois qui jouxtait la propriété. Ils jugèrent que s'ils avaient besoin de s'échapper, le grillage interne pourrait être facilement escaladé. Pour le grillage externe, le mieux serait de ménager une sortie par en dessous. Sa mission était précise et minutieuse. S'approcher au plus près, s'enterrer, creuser un passage, dégager le minimum de branches de la haie au ras du sol, attendre, ne pas toucher au grillage, ne pas être à la vue des caméras, ne pas exciter les détecteurs de son, ne pas laisser de traces visibles le lendemain. Approchons-nous de l'endroit. Nous verrons mieux, proposa Francis. Ils empruntèrent le Lake Houston Parkway pour traverser le lac et allèrent se garer au Country Club. Ils firent le reste à pied par les petites rues, puis les sentiers, d'un pas lent de promeneurs, leurs bobs enfoncés sur les yeux. Ils atteignirent sans encombre le petit bois et purent discerner la fameuse clôture entre les arbres. Sans s'arrêter, ils convinrent avec précision du point idéal pour permettre à Hans à la fois de se camoufler et de préparer leur extraction de secours pour le cas où. C'est au moment de repartir qu'ils réalisèrent qu'un magnifique berger allemand se promenait, libre, dans la grande propriété. Inquiétant, calme, il n'aboyait pas, mais prouvait ses qualités de chasseur par son attitude et ses arrêts au moindre bruit suspect. Au lieu de la mine consternée des 2 autres, Hans le légionnaire jardinier riait doucement. Évidemment, lui va se trouver de l'autre côté du grillage, mais nous, se dit Lix. Il va nous repérer à peine nous serons sortis de l'eau, dit-il à haute voix à l'adresse de ses hommes. Gunther restait interrogatif. Ce fut Hans le taciturne qui répondit, donnant la raison de sa bonne humeur. Ce chien n'a pas maître chien avec lui. Je mets chiffon avec l'odeur chienne en chaleur à l'est quand vous sortirez à l'ouest. J'ai trouvé produit à la macassin tout à l'heure. Travail cambrioleur est très facile en Amérique. Tu es sûr que ça marche? Ça marche très bien, oui. Estimant avoir réglé tous les détails, ils s'en retournèrent à la maison pour préparer leur équipement de plongée. Tout le matériel électronique fut enfermé dans un sac étanche, l'outillage dans l'autre. Il fut convenu qu'ils partiraient à 1h du matin. Il faudrait autant de temps à Hans pour s'installer qu'à Lix et Gunther pour traverser le lac. Comme ils n'avaient pas eu le loisir de récupérer le décalage horaire, leur horloge biologique ne souffrait pas, et Lix décida qu'ils dormiraient jusqu'à minuit et prendraient leur petit déjeuner au réveil. En professionnel, Gunther approuva.